Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Bonjour et bienvenue dans le numérique pour tous, l'émission dédiée à l'innovation et à la tech responsable. Et aujourd'hui, on va parler d'information et peut-être même de désinformation. Que ce soit dans les médias, sur les réseaux sociaux, les influenceurs, les algorithmes et même les intelligences artificielles. Aujourd'hui, tout le monde produit de l'information. Mais à quelques mois d'échéance électorale majeure, une question devient essentielle. À qui peut-on encore faire confiance? Qui est capable de fournir une information juste et comment former? Et qui seront les journalistes de demain? Le numérique pour tous spécial information et numérique, c'est tout de suite et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Et pour commencer cette émission spéciale numérique et information, un journaliste, grand reporter, rédacteur en chef, présentateur de télévision. Il dirige aujourd'hui l'École supérieure de journalistes pour former les nouvelles générations. Avec nous en plateau, on a le plaisir de recevoir Emmanuel Ostian. Emmanuel, bonjour. Vous êtes donc le directeur de l'École supérieure de journalisme, l'ESJ. J'ai envie de vous dire, l'ESJ Paris, vous avez connu le temps où l'information se vérifiait avant d'être publiée et aujourd'hui elle circule en temps réel. Qu'est-ce qui a le plus changé avant tout dans le métier ? Tout a changé, bien sûr. Mais je refuse de céder à la tentation du mythe de l'âge d'or en même temps, ayant commencé il y a 3 décennies ce très, très beau métier qui se transforme, qui s'est complètement métamorphosé. C'est vrai qu'à l'époque, fin dans les années 90, on avait encore 2 paramètres qui sont de plus en plus absents aujourd'hui, qui sont le temps et les moyens. Le temps, on l'avait pour aller sur le terrain, parcourir le monde, rencontrer des gens, aller puiser à la source des informations, et c'était accompagné de moyens qui étaient relativement importants. Moi, j'ai eu la chance de débuter et de travailler très longtemps à TF1. On pouvait encore faire ça. Aujourd'hui, le temps s'est littéralement compressé. Les moyens sont de moins en moins importants, bien entendu, et surtout la production nécessaire pour que les médias survivent, production nécessaire à tous ces médias, a littéralement explosé. Donc c'est un tout petit peu plus compliqué aujourd'hui d'être journaliste. Alors il y a peut-être un 3e paramètre aujourd'hui qui est l'intelligence artificielle. J'ai envie de vous demander, vous qui êtes en relation encore avec beaucoup de journalistes, comment elle est accueillie dans les rédactions? Est-ce que les gens s'en emparent de manière très positive ou alors elle est un peu critique? Non, si on est honnête, on se retrouve avec beaucoup de gens qui sont comme des poules devant un couteau, bien entendu, parce que c'est un engin qui est tellement puissant et qui est tellement complexe, parce qu'il est presque contre-intuitif pour un journaliste, c'est-à-dire comment se saisir d'un outil dont certains se disent qu'il va finir par les remplacer. Enfin, il y a presque un rapport qui est un rapport ambigu. Ouais. Donc, les rédactions aujourd'hui avancent, je trouve, lentement dans cette nécessaire évolution, c'est-à-dire que tout le monde ne s'en saisit pas, avec aussi des différences générationnelles qui sont extrêmement importantes. Le jeune journaliste qui est un natif du digital le fait sans doute différemment de quinquagénaires comme moi. Mais en tout cas, pour l'instant, je suis pas sûr encore que les rédactions en aient réellement pris la mesure. En plus, il faut quand même souligner quelque chose, c'est que l'intelligence artificielle va se nourrir de tout ce qu'elle trouve sur Internet. Donc il y a du vrai et il y a du faux. Donc ça veut dire que peut-être en se nourrissant et en faisant une requête sur l'intelligence artificielle, on peut avoir une fausse information. C'est vrai. Et en même temps, alors ça n'est pas pour le plaisir d'être optimiste, même si je le suis, et sinon je dirigerais pas une école. J'ai le sentiment aujourd'hui que si les choses se passent bien, l'IA peut être une chance, justement, pour le journalisme. Pourquoi ? On est passé d'une période de réseaux sociaux dont l'unique vocation était l'économie de l'attention, de faire circuler les informations, peu importe qu'elles soient justes ou fausses. Il s'agissait d'abord d'aller capter du temps de cerveau, comme aurait dit un PDG que j'ai connu. Le principe même des réseaux sociaux n'avait que faire de la réalité et de la vérité. L'IA, c'est autre chose. La promesse de l'IA, et c'est sans doute la raison pour laquelle elle est aujourd'hui autant utilisée, c'est la justesse. La promesse de l'IA, c'est que lorsque on prompte et que on demande une information à Claude, ChatGPT, etc., on a une information juste et solide. Et on se rend compte malgré tout qu'aujourd'hui,
on a plusieurs grands acteurs de l'IA qui commencent à signer des partenariats avec des grands médias, justement, pour aller puiser à la source. Parce que sur l'information, alors je ne parle pas des connaissances scientifiques, historiques, etc., où là, c'est beaucoup plus documenté, mais sur l'information elle-même, je crois que le seul relais encore à peu près impartial, efficace, en tout cas dans la théorie, reste le journaliste. Et reste le journaliste qui en plus va enquêter, rencontrer, puiser à la source, vérifier 2 fois, etc., etc. Mais c'est là peut-être qu'est toute la différence, parce qu'un journaliste qui va aller sur le terrain faire une investigation, il a un vécu, il a une sorte de matérialité qu'il va transmettre à ses lecteurs, chose que l'IA n'a absolument pas, puisqu'elle n'a pas ce vécu, donc elle va donner quelque chose de lisse et linéaire. C'est ce que je dis à mes étudiants, l'IA, profitez-en, l'IA n'a toujours pas de jambes, et tant mieux, n'a toujours pas de cœur qui bat, il n'a toujours pas d'émotion, n'a toujours pas de filouterie aussi, l'IA va jamais mettre le pied dans une porte. L'IA ne va pas aller discuter avec quelqu'un, il va recueillir, il va documenter, il va augmenter, il va analyser. Enfin, il est absolument, elle est absolument épatante, cette intelligence artificielle, mais elle a des moyens très, très limités. Or, vous avez raison, elle a besoin d'informations. C'est un gigantesque maelstrom qui se nourrit en permanence et elle a besoin d'informations. Je le redis parce que je pense que c'est très important, juste. C'est-à-dire que à partir du moment, et ça vous en parlerez sans doute, mais à partir du moment où on se rendra compte que les informations qui remontent sur une IA sont corrompues, le modèle lui-même n'a plus de raison d'exister. Voilà. Alors tous ces signaux faibles, vous qui formez les jeunes générations, c'est difficile de faire un programme et de s'adapter en temps réel à toute cette actualité frénétique sur l'intelligence artificielle. Qu'enseignez-vous justement d'intemporel, on va dire, à vos jeunes journalistes, ou futurs journalistes? Alors, on a un principe qui est assez simple, qui est 0-100. On a une partie de la pédagogie et de l'enseignement qui est 0% IA, c'est-à-dire c'est le journalisme à l'ancienne, qu'il faut à tout prix revitaliser, parce qu'il s'est un tout petit peu perdu quand même ces derniers temps. C'est aller sur le terrain. C'est d'une simplicité biblique. On va sur le terrain, on reporte ce que l'on voit, on rencontre des gens, on va chercher des informations vraiment à la source, et ensuite, aucune utilisation possible de l'IA pour la restitution, pour l'article, pour le reportage, etc. Ça, c'est le 0%. Donc vous continuez à apprendre à écrire. Je pense que c'est essentiel de le dire. Hein. Mais bien entendu, d'autant plus que si on n'apprend pas à écrire, si on n'apprend pas... On va même donner des cours de philo, des cours de créativité, des cours d'épistémologie, pour que chacun ait un cerveau qui lui permettent d'exprimer une personnalité, enfin d'exprimer ce que l'IA n'a pas. Donc en fait, vous renforcez cet apprentissage académique qu'on avait dans les anciennes écoles, on va dire quelque part. Hein. Exactement. Et il faut à tout prix le remettre à l'honneur, parce que sinon, s'il s'agit d'avoir un match entre une intelligence qui est surpuissante et puis une jeune personne qui est en formation, le match de toute façon est perdu. Encore une fois, il faut aller là où l'IA ne pourra en aucun cas remplacer les journalistes. Donc ça, c'est le 0%. Le 100%, c'est qu'on n'est pas non plus idiot et on se rend compte qu'il faut utiliser l'IA dans l'exercice journalistique, mais dans ce cas, ça doit être parfaitement encadré, ça doit être affiché, ça doit être assumé, et le journaliste qui se livre à cet exercice va expliquer comment il utilise l'IA, ce que l'IA lui a apporté dans son papier. C'est souvent des papiers plus analytiques, plus macro, et là, l'IA a toute sa place, encore une fois, à partir du moment où c'est encadré et où on est capable de vérifier que les informations sont justes. Et malgré tout, les jeunes ne cèdent pas à l'effet de paresse, c'est-à-dire faire un prompt et puis avoir une réponse immédiate. Parce qu'on voit, même dans les lettres de candidature qu'ils nous envoient. Mais vous n'imaginez même pas, bien sûr, le nombre de petites anecdotes. Mais en même temps, à partir du moment où on leur dit que leur paresse entraînera leur disparition, que en revanche, le fait de vouloir non pas lutter, parce qu'il ne s'agit pas de lutter, c'est un tango en principe, et de s'approprier cet outil pour aller plus vite, aller mieux, peut-être même parfois être meilleur, aller vérifier un certain nombre d'informations, ils le comprennent très bien. La tentation de la triche, il y a 1 an et demi, quand je suis devenu directeur de l'ESJ, était assez présente. Voilà, était même très présente. Oui. Voilà. Aujourd'hui, elle est quasiment inexistante.
Vous avez fait un bon travail. Non, je crois qu'on a remis l'église au centre du village. Si je vous disais demain que si vous avez telle habitude, vous allez mourir, a priori, intelligente comme vous êtes, vous changerez, vous modifierez cette habitude pour rester en pleine santé. Alors, on garde un petit peu de temps pour les dernières questions, Emmanuel. Oui, on sait, les jeunes générations aussi s'informent énormément sur les réseaux sociaux, sur TikTok, sur Instagram ou même YouTube, où quelque part l'émotion va primer sur la vérification. Est-ce que là aussi il y a un rôle du journaliste justement d'instaurer quelque part une forme de régulation et d'aller investir les réseaux sociaux de manière un peu plus raisonnable ? Oui, alors raisonnable, ça je ne sais pas parce que ça reste des trappes émotionnelles extrêmement puissantes. D'ailleurs, il n'y a pas que les jeunes, on est tous emportés dans ce tourbillon. Là, c'est la même chose. Quand vous expliquez à un jeune, moi j'ai fait de la télé pendant des années, la télé est par essence très émotionnelle. Quand on va tourner un reportage, quand il se passe des choses qui sortent de l'ordinaire, ça actionne un levier émotionnel qui est très important. Donc, dans le fond, ça existe depuis longtemps. À partir du moment où on explique que une émotion doit venir illustrer un phénomène l'incarner rationnel, l'incarner, et qu'il doit se mettre au service d'un fait. Là, je trouve que les choses se passent bien. C'est quand l'inverse se produit qu'on a un problème. Et Emmanuel, 30 secondes pour conclure. Donc, face à des machines qui sont capables d'imiter la voix, parce qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle permet d'imiter la voix, de générer du texte. Est-ce que la carte de presse demain va être un Graal et il faut peut-être réinventer sa déontologie ? Oui, mais la carte de presse, à mon sens, doit devenir beaucoup plus exigeante. Elle doit être réservée à des gens qui réussissent justement à dompter ce nouveau phénomène, parce que je pense que c'est beaucoup plus dur d'être un excellent journaliste aujourd'hui, et ça méritera une forme de récompense. Ouais. Merci beaucoup Emmanuel Ostian pour votre éclairage. Restez avec nous, on marque une courte pause, et avec notre prochain expert, nous tenterons de comprendre comment l'intelligence artificielle peut influencer nos opinions et peut-être nos choix politiques de demain. Le numérique pour tous spécial numérique et médias, ça continue dans quelques instants, et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Et pour continuer cette émission spéciale numérique et médias, nous accueillons un observateur affûté des dérives et des coulisses du web. Il a notamment enseigné la guerre de l'information à Sciences Po et scrute aujourd'hui l'impact des nouvelles technologies sur nos démocraties. Fabrice Eppelboin, merci d'être avec nous en plateau sur le numérique pour tous. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Fabrice, quand on parle d'intelligence artificielle dans les médias, est-ce que on n'a pas un risque d'ingérence quelque part accru dans nos opinions à cause de justement cette fameuse intelligence artificielle qui est possédée par ces grandes plateformes ? On a plusieurs types d'ingérence. Les intelligences artificielles ont des sécurités qui font que sur certains sujets, elles ne vont pas vous répondre ou elles vont vous sortir une langue de bois. C'est des sécurités qui servent essentiellement à rester dans les clous d'un point de vue légal et puis surtout ne pas attirer les foudres des régulateurs, et ce ne sont pas du tout les mêmes d'un pays à l'autre. Les sécurités en Europe n'ont rien à voir avec les sécurités en Chine, où on va refuser de vous parler de la place Tiananmen, mais les sécurités des IA utilisées en Europe sont tout aussi ridicules vu de Chine. Ce qui fait que si on comprend ce système-là, on peut facilement le contourner et tirer le meilleur parti de l'IA sans avoir cette langue de bois. Et puis il y a toujours, de la même façon qu'on avait cet art du référencement sur Google, on a aujourd'hui un art du référencement d'informations dans les IA, donc il y a moyen de les intoxiquer. C'est quelque chose qu'il faut bien comprendre de façon à tirer parti de ces outils. Alors justement, les algorithmes ont tendance à encourager les polémiques, les conflits, les contenus qui choquent. Avec l'intelligence artificielle, on va aller peut-être encore plus loin. Est-ce que les algorithmes sont en train de cautionner des sociétés de plus en plus divisées ? Alors pour le coup, les algorithmes qui sont propres à l'intelligence artificielle générative ne sont pas du tout dans cette polarisation de la société. Il y a plusieurs études qui ont été publiées qui montrent qu'au contraire, les IA ont plutôt tendance à rassembler. Ce qui est plutôt encourageant, de façon très contre-intuitive, l'intelligence artificielle qui rassemble le plus, c'est celle d'Elon Musk. Comme quoi les créateurs ne sont pas forcément aux manettes des effets secondaires de leurs IA. Donc non, on n'est pas du tout face aux algorithmes de recommandation qui sont ceux des réseaux sociaux, tout comme des sites marchands, et qui sont une autre génération d'intelligence artificielle. Là, on a affaire à quelque chose qui va plutôt avoir tendance à amener vers une vérité, avec évidemment, c'est beaucoup
plus compliqué que la vérité, si tant est que ça existe. Mais on n'est pas du tout face au danger de division que posait la précédente génération d'intelligence artificielle. Fabrice, Emmanuel parlait bien évidemment des fausses informations. Certains défendent l'idée d'une intelligence artificielle souveraine, mais qui décide vraiment justement si elle est souveraine? Est-ce qu'il ne va pas y avoir un contrôle intermédiaire entre justement cette IA, nos gouvernements, nos institutions, et ce que peut recevoir la population et les citoyens? C'est-à-dire que si la notion de souveraineté, c'est de contrôler ce qui peut être dit et ce qui ne peut pas être dit par un gouvernement, c'est la souveraineté du gouvernement, c'est pas celle des citoyens, ni même celle de la nation. Donc effectivement, il y a un débat qui commence à peine sur la souveraineté. On sort d'une période où très concrètement, on a vendu la France aux GAFAM, on a eu un électrochoc avec le retour de Trump, beaucoup de monde a rejoint les troupes du général Leclerc une fois qu'il est arrivé à la porte d'Orléans, et on se retrouve aujourd'hui dans une espèce de confusion mentale où on a ceux qui prônaient la collaboration avec les GAFAM hier, qui se retrouvent vouloir endosser le costume du général de Gaulle. Donc c'est un peu fouillis. Je pense qu'on y verra plus clair après la présidentielle. C'est pas évident, mais il y a une vraie possibilité que on remette un peu les choses à plat et qu'on attaque la réelle définition de ce que c'est que la souveraineté. Moi, j'ai tendance à insister sur la souveraineté en bout de chaîne, celui du citoyen, celui du lecteur de médias, parce que fondamentalement, c'est la seule sur laquelle on puisse vraiment avoir un levier d'action, et c'est la seule qui peut prétendre à l'indépendance. Alors, vous dites qu'on y verra peut-être un peu plus clair après les prochaines élections, mais peut-être que les différents partis vont se servir et s'emparer de l'intelligence artificielle pour booster leur communication sur les réseaux sociaux. Il n'y a aucun doute là-dessus. Sarah Knafo a commencé et ça a donné des résultats. Là, on a l'équipe de Gabriel Attal qui est à fond sur l'intelligence artificielle, la micro-personnalisation, le micro-ciblage. On va voir ce que ça va donner. Pour Concrètement pour l'instant, c'est très mystérieux. Le nom de la start-up qui les aide est gardé secret. Le nom de l'équipe qui travaille sur l'IA au sein de la campagne de Gabriel Attal est gardé secret. Donc on est dans le secret. J'imagine qu'il va y avoir des investigations qui vont nous révéler 2-3 choses. Mais on ne sait pas très bien ce qui se passe. C'est très très mystérieux. Et vous n'avez pas le sentiment que face à ce déluge d'intelligence artificielle qui quelque part fragilise un petit peu la presse, le statut des médias va peut-être revenir vers quelque chose de différent, peut-être plus de papier, quelque chose de plus incarné, ou de l'événementiel pour être au contact des citoyens? Alors non, pas du tout. Après, j'ai une position d'observateur très particulière, étant à cheval sur une certaine expérience des médias et des racines dans l'informatique. Le premier métier à avoir été radicalement transformé par l'intelligence artificielle, c'est celui de développeur informatique. C'est un métier qui a disparu. Aujourd'hui, on orchestre des IA, on ne fait plus de lignes de code, et le métier a profondément changé. Mais fondamentalement, il n'y a pas une différence si phénoménale que ça entre un développeur informatique et un journaliste. On est sur le traitement de l'information, et un traitement qui doit être rigoureux de façon à transformer en apportant une valeur ajoutée à un consommateur final du produit transformé. C'est la même chose entre un système d'information et un média. C'est évidemment des métiers radicalement différents, mais malgré tout, on est sur cette approche de l'information, et il y a certainement beaucoup de passerelles à établir entre le monde de l'informatique et le monde du journalisme, parce que le monde de l'informatique a déjà vécu ça, et par ailleurs était tenu à une certaine rigueur dans la transformation de l'information, parce qu'un programme informatique, quand ça marche pas, ça marche pas. Alors qu'un traitement de l'information, quand ça marche pas, ça peut toujours donner de l'information. Ce qui fait que... Plus simplement, peut-être pour nos auditeurs qui ne sont pas des geeks ou férus de systèmes d'information. Plus simplement, le métier de journaliste va être transformé de façon aussi radicale que le métier de développeur informatique. C'est juste une question de temps. Il y a sans doute beaucoup de choses à apprendre de ceux qui sont déjà passés par le rouleau compresseur, parce qu'il a été d'une violence extrême, mais en même temps, il a permis des gains de productivité de l'ordre de x10. Et donc, fondamentalement, tout le monde va y passer, hein, les avocats, les journalistes, tout le monde. Mais l'informatique est à l'avant-garde, et elle a sans doute beaucoup de choses à partager. Fabrice, vous êtes vous-même en train de réfléchir, si ce n'est déjà fait, donc on peut en parler, à une intelligence artificielle qui nous aiderait à voir plus clair un peu dans les opinions politiques et les grandes tendances. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, on a voulu comprendre comment se confronter dans l'espace médiatique, les idées, comment se former des confrontations idéologiques, ou au contraire des périodes où tout le monde était d'accord. Et pour ça, on a mis au point un système qui permet de positionner chaque contenu créé par les médias et de le cartographier pour suivre son évolution. Il y a de l'IA, mais on est dans une utilisation très restreinte de l'IA, au sens où ça n'est pas l'IA qui décide d'un positionnement politique, c'est une méthodologie scientifique qui est en place dans tous les laboratoires de sciences politiques depuis 20 ans, et c'est du calcul déterministe, c'est-à-dire vraiment c'est des mathématiques, et des mathématiques issues des sciences de l'information, donc tout à fait rationnelles, parfaitement Alors concrètement, utilisées. pour nous lecteurs, ça peut changer quoi?
Pour nous lecteurs, ça va changer par exemple qu'on va pouvoir analyser sur une information comme par exemple l'interdiction des réseaux sociaux aux mineurs. On va pouvoir analyser la différence de positionnement d'un média à l'autre, la répartition sur le champ politique des différents médias qui prennent position, leur confrontation. On va pouvoir identifier quand certains médias cherchent à imposer un narratif par rapport à d'autres groupes de médias qui au contraire poussent un autre narratif, ou au contraire quand certains médias se taisent là où d'autres médias s'emballent sur un sujet particulier. Tout ça va pouvoir être visible comme de façon très claire. L'idée, c'est de redonner de la souveraineté aux lecteurs, de leur permettre de reprendre la maîtrise de leur libre arbitre, plutôt que de se laisser enfermer dans une bulle de filtre, qu'elle soit issue des réseaux sociaux ou des médias, qui sont eux-mêmes des bulles de filtre. 30 secondes pour conclure. Où faut-il s'informer aujourd'hui, Fabrice, si on veut se fonder une opinion objective et saine ? Je vais vous sortir mon grand classique, il faut manger 5 fruits et légumes par jour. Et pour avoir une idée exhaustive d'un sujet, il faut se forcer à manger des médias qui ne sont pas du même avis que soi et qui sont le plus répartis dans le champ politique possible. Et seulement à ce prix-là, vous aurez un aperçu à 360 degrés d'un même sujet et vous pourrez vous faire votre propre opinion. Le régime 5 fruits et légumes par Fabrice Epelboin. Et vous, Emmanuel Ostian, si on va avoir une information objective et ne pas être dans cette doxa et cette opinion épidermique ? Le même, et j'y ajoute une autre nourriture qui est, une fois qu'on a réussi à manger ces 5 fruits et légumes, parfois en se faisant un petit peu mal, on n'aime pas tous les brocolis, enfin en fonction de ses sensibilités politiques, et ben on va chercher, on va cuisiner soi-même, on va se faire une recherche propre sur un sujet qui nous passionne. Pas tous, hein, parce qu'on n'a pas le temps. Mais sur les sujets importants pas pour tous, soi. Mais sur les sujets importants. Je dis toujours aux étudiants, quand vous vous arrêtez sur un sujet qui vous passionne, que vous l'adorez, vous le creusez, et vous allez retrouver la profondeur historique. Vous prenez un livre. Rendez-vous compte, on force nos étudiants à lire un livre par mois. Mais vous le faites dans votre programme, et ça c'est important de le rappeler. Et ils adorent. Au début c'était un petit peu douloureux, aujourd'hui ils adorent ça. Et ça leur permet une vraie satisfaction parce qu'ils ont l'impression de comprendre quelque chose. Alors, encore une fois, c'est pas sur tous les sujets, mais voilà. Merci beaucoup pour ce retour à l'essentiel. Lire et écrire, je pense que c'est les fondements de notre éducation et de notre esprit critique. Rappelons-le. Merci Emmanuel Ostian, merci Fabrice Epelboin, merci à tous nos auditeurs fidèles de plus en plus à interagir avec nous sur les réseaux sociaux. Le numérique pour tous, c'est fini pour aujourd'hui. Il est temps pour moi de vous souhaiter une excellente fin de week-end et de vous dire à la semaine prochaine.